Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule financière. Alors, avec toute la volatilité que nous avons connue au cours des derniers mois, nous avons pensé, toute l'équipe, vous présenter un peu qu'est-ce qui retient vraiment notre attention d'un point de vue de ce qui s'est passé sur les marchés et également de quelle façon nos portefeuilles sont positionnés pour faire face à nos perspectives pour 2019. Alors, vous allez avoir une présentation avec beaucoup d'informations, plusieurs graphiques. Notre objectif étant, comme d'habitude, de bien vous vulgariser ce qu'on voit dans nos écrans. Alors, sans plus tarder, la revue des marchés. Alors, premier constat, on peut voir que lorsqu'on regarde l'évolution du marché boursier américain entre 2017 et 2018, il y a quand même des grandes divergences. 2017, une année avec très peu de volatilité et une croissance intéressante au niveau des rendements, alors que 2018, pour une des rares fois, 3 périodes de correction de plus de 10 % avec la plus importante qui a eu lieu en fin d'année. Donc, encore une fois, une année beaucoup plus volatile. Quand on le met aussi un peu en perspective, on voit que le mois de décembre comme tel, lorsqu'on le compare à tous les mois de décembre depuis les années 1928, alors on voit que c'est le deuxième pire avec une performance de moins 9,2 %. En fait, on avait seulement connu un pire mois de décembre durant la Grande Dépression en décembre 31. Donc encore une fois, c'est pas rien ce qui s'est passé. Quand on le regarde même avec l'ensemble des bourses mondiales, alors on peut voir que l'ensemble des pays développés, on parle d'une performance de moins 10 %. Et plus je me dirige vers les marchés émergents, entre autres le marché chinois, on parle de niveaux, dans le fond, de moins 20 %. Marché américain qui a mieux réagi, avec moins 6 % sans tenir compte de l'appréciation du dollar américain. Donc, quand même, encore une fois, une année assez volatile un peu partout. Et généralement, quand ça brasse sur les marchés boursiers, on peut se réfugier un peu au niveau des placements plus sécuritaires, les placements à revenus fixes, pour essayer d'aller contrecarrer un peu les performances négatives. Mais ça n'a pas été vraiment le cas en 2018. On voit que l'ensemble des obligations a donné une simple performance de 1,4 %. Donc, au moins, on n'a pas perdu d'argent, on a maintenu notre capital, mais ce n'est pas ça vraiment qui fait que ça nous a aidé à supporter ou plutôt à compenser les baisses que nous avons connues. Alors, quand on regarde l'ensemble de toutes les classes d'actifs, toutes les possibilités d'investissement qu'on peut avoir, pour la première fois, encore une fois, depuis 1900, 90 % des classes d'actifs ont connu un rendement négatif en 2018. Alors, on peut ne pas être surpris quand on voit tout ça, que notre relevé du mois de décembre était quand même assez volatile. On a des mesures qui nous permettent de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la volatilité. Et on peut voir que la volatilité du mois de décembre est relativement importante, mais encore une fois, lorsqu'on la met dans le contexte de ce qu'on a vécu depuis la grande crise financière de 2008, c'est quand même pas les mêmes niveaux qu'on a vécu. Et on peut chercher un peu qui sont les coupables de cette volatilité-là. Et le premier constat qu'on fait, c'est que c'est sûrement pas l'économie américaine. Peut-être qu'il y en a qui vont dire que ça peut être l'administration américaine, mais certainement pas l'économie, parce qu'on voit une économie qui a une croissance qui est la meilleure depuis les années 2005, avec tout près de 3 % de croissance du PIB. Ça veut dire que si l'économie américaine avait à peu près une performance de 100 $ en 2017, on est monté à tout près de 103 $ en 2018, donc encore une fois, une croissance. Par contre, quand on regarde les autres marchés développés, on voit que les indicateurs économiques, entre autres au niveau de la zone européenne, sont constamment en diminution. On voit également le Japon, qui est quand même une économie très importante sur la place mondiale. Et on voit aussi les marchés émergents qui ont connu certaines baisses. D'ailleurs, le marché chinois, l'économie chinoise est une chose qu'on va beaucoup entendre parler durant l'année 2018. On voit les indicateurs qui nous laissent présager une contraction de l'économie chinoise par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Donc, encore une fois, un joueur qui aussi est important, surtout pour un pays qui leur vend des ressources naturelles comme le Canada. Lorsqu'on regarde la différence même de rendement qu'on va mesurer, comment rapporter le marché américain par rapport au reste de la planète, et on voit que l'écart entre les deux a été de 16 %. On n'a pas vu ça depuis la fin des années 90. Et ce qui est important de regarder aussi, c'est qu'est-ce qui s'en vient par la suite de circonstances comme telles. Et on voit que par la suite, on peut s'attendre peut-être à avoir une surperformance des autres marchés boursiers, donc un peu plus l'Europe ou l'Asie, en comparaison à ce qui peut s'être passé au niveau du marché américain. Une des causes de tout ça, certainement les hausses de taux d'intérêt. Alors, on a vu les hausses de taux des banques centrales.
À chaque trimestre, c'est à peu près une hausse de 0,25% qu'on a connue dans les dernières années. Mais quand on jumelle et qu'on additionne tout ça ensemble, on est rendu à la 9e hausse de taux du côté de la Réserve américaine, de la Réserve fédérale américaine. Et du côté de la Banque du Canada, on a une certaine augmentation également, un peu moins grande parce qu'on a pris un peu une pause là, durant la renégociation ou la menace de renégociation de l'ALENA en 2018. Mais somme toute, ça commence à paraître. Et on voit que ça, c'est pour les taux à court terme. Au niveau des taux à long terme, eh bien, on prend une photo en rouge qui est celle que nous avions l'année passée, puis en bleu, c'est où nous sommes aujourd'hui. Alors, le constat ici, c'est que, par exemple, si je place de l'argent pour une période de 3 mois, j'avais, il n'y a pas longtemps, 1,4 de rendement, et là, on est rendu à du 2,4. Donc, une augmentation des taux, autant au niveau du court terme, du moyen terme, que du long terme. C'est ce qui peut expliquer que la performance des obligations a été un peu minée du fait que les taux d'intérêt ont augmenté. 3e de décembre environ, M. Powell de la Réserve fédérale nous mentionne on trouve que les taux d'intérêt aux États-Unis sont trop bas, il faut les ramener à un taux plus normal. Un taux normal, ça se définit comme étant le taux où est-ce que les taux d'intérêt, dans le fond, ne nuisent pas à l'économie et ne l'avantagent pas non plus. Et c'est ces propos-là qui ont causé beaucoup de volatilité parce que les investisseurs avaient peur un peu que la Réserve américaine mette ses œillères et ne tienne pas compte de l'ensemble de la volatilité qu'on a connue sur les marchés. Suite à ça, c'est là que M. Powell, après le 26 décembre, est revenu en disant « Vous savez, on va avoir une grande écoute sur ce qui se passe sur les marchés. » Et c'est ce qui fait qu'on vit actuellement un rebond parce que cette menace-là est un peu moins grande que ce qu'on avait connu. D'ailleurs, quand on regarde les projections de ce que les économistes pensent au niveau des hausses de taux pour la prochaine année, alors on a tout près de 97% des économistes sondés qui s'attendent à avoir même des baisses de taux aux États-Unis et certainement pas de hausse comme on le pensait. Et là, on aura une certaine bataille qu'on devra voir qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains trimestres parce que lorsqu'on regarde la Réserve fédérale américaine, eux ont toujours en ligne 2 hausses de taux, alors que le marché, lui, ne voit aucune hausse de taux. Alors, quand on regarde les marchés aujourd'hui, il faut prendre pour acquis qu'ils ne tiennent compte d'aucune hausse nouvelle de taux d'intérêt. Et si ça devait arriver, on peut s'attendre à avoir plus de volatilité là, par rapport à cet aspect-là. Cette pause-là, au niveau des hausses de taux, va certainement être la bienvenue, surtout pour les consommateurs qui sont endettés et davantage les consommateurs canadiens qu'américains. Lorsqu'on regarde l'ensemble de la dette des ménages par rapport à nos revenus, on voit que en gris, que du côté américain, il y avait une certaine constance avec également l'endettement au niveau canadien, mais on voit que suite à la crise immobilière, aux États-Unis, les gens ont eu peur et donc ont ramené leur endettement à des niveaux beaucoup plus raisonnables, ce qui n'a pas été le cas au Canada. On n'a pas vécu vraiment de grosses crises financières ici, ce qui fait que l'endettement est rendu à des niveaux plus élevés. Il faut garder ça un peu en perspective parce qu'on est rendu au Canada avec plus de propriétaires immobiliers qu'on peut en avoir aux États-Unis. Donc, c'est normal que si on est plus à avoir des résidences, qu'il y ait un peu plus d'hypothèques reliées à ces résidences-là. Mais somme toute, on est quand même rendu à des niveaux assez élevés. Une des choses qui a créé un peu cet endettement-là ou qui l'a facilité, c'est la croissance de l'immobilier. Alors, quand on regarde sur une période de 10 ans, on voit que le prix des maisons, par exemple, à Vancouver, est passé de 768 000 à 1,5 million. Et même au niveau des condos, on a plus que doublé, passant de 333 000 à 660 000. Alors, la maison prend de la valeur, les banquiers sont plus favorables à nous avancer des sommes, soit pour faire des dépenses de consommation ou même racheter une deuxième maison, une troisième, donc quand même là, beaucoup de spéculation. Du côté américain, je vous disais, plus de discipline, et on voit cette discipline-là pas seulement dans les ménages, on a vu tantôt que la dette des ménages a baissé, mais on le voit également au niveau des banques. En gris, ici, on a le niveau d'endettement ou de dette des banques qui, eux aussi, se sont fait peur. En 2008, on a certaines banques qui ont même disparu. On a eu également, suite à ces événements-là, une réglementation beaucoup plus serrée sur le niveau d'endettement des banques. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le niveau des banques a beaucoup baissé et c'est important. On sait que le système bancaire est un peu la courroie de transmission dans l'économie et ce qui fait que lorsqu'on a des niveaux d'endettement très élevés au niveau des banques, on est beaucoup plus vulnérable à vivre un choc, ce qui ne sera pas le cas aux États-Unis. Ceci étant dit,
une des choses qui nous inquiète de plus en plus, c'est de voir l'endettement des corporations. Alors, beaucoup d'organisations ont profité des bas taux d'intérêt pour aller réemprunter sur les marchés à du 2 et du 3 et même de faire du rachat de leurs propres actions, ce qui a fait que les bénéfices ont été, dans le fond, ont augmenté. Alors, on n'est pas très chaud aujourd'hui à avoir des obligations de corporations américaines dans les portefeuilles parce qu'on trouve qu'il y a un risque, dans le fond, qui est un peu plus grand. On a entendu parler de la réforme fiscale américaine. Donc, M. Trump a baissé les impôts de façon significative, ce qui fait qu'on voit, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait presque 530 milliards d'entrées fiscales au niveau de l'impôt corporatif. Et nous, on est rendu un peu plus qu'en haut de 300 milliards. Alors ça, c'est quand même des sommes qui ne rentrent plus, dans le fond, dans les poches du gouvernement. Et ça nous amène même qu'aujourd'hui, les corporations canadiennes qui avaient globalement un taux d'imposition moins élevé que les corporations américaines, on a perdu cet avantage-là. Alors, on voit qu'actuellement, les corporations américaines ici ont un endettement, un taux corporatif, qui se trouve être plus faible, ce qui aura certainement une influence sur ce que nos gouvernements canadiens pourront faire parce que, comme c'est des marchés qui sont très interreliés, donc il faut demeurer, là, dans le fond, compétitif. Donc, moins d'entrées fiscales dans les poches du gouvernement américain, synonyme de déficit budgétaire, et on voit qu'actuellement, on est sur une série de déficits importants qui vont continuer au cours des prochaines années. Alors, c'est un peu spécial de voir que dans une période où l'économie va très bien, on est en train d'engranger encore des déficits budgétaires alors qu'on devrait davantage amasser des surplus pour justement se préparer à la prochaine récession ou au prochain ralentissement économique pour ensuite recommencer à stimuler. Et dans la vraie vie, quand il nous manque de l'argent comme ça ou qu'on fait un déficit, qu'est-ce qu'on fait pour payer nos fonctionnaires ou payer, dans le fond, les dépenses gouvernementales courantes? Eh bien, on émet des nouvelles obligations. Et là, c'est ce qui fait que la dette, globalement, se trouve à augmenter. Et là, on voit que cette dette-là, relativement à ce qu'on a vécu dans les dernières années, est partie vers une spirale quand même qui est très importante. Alors ça, aujourd'hui, c'est pas un problème, parce que c'est pas un problème à court terme. Mais à moyen et long terme, peut-être que les investisseurs vont être un peu plus frileux de prêter de l'argent au gouvernement américain, certainement pas à des taux de 2 et 3 peut-être qu'on devra exiger des taux de rendement un peu plus élevés. Alors, c'est une chose ou une menace qui peut un petit peu, là, dans le fond, qui va certainement se concrétiser au cours des prochaines années s'il n'y a pas des gestes là, qui nous permettent, là, dans le fond, d'être un peu plus en contrôle. Mais malheureusement, on ne voit pas les démocrates non plus avec une plus grande discipline qui parlent, eux, de faire des dépenses en investissement en infrastructure. Alors, tout ça pour effet, encore une fois, d'augmenter la dette. Et naturellement, ça se trouve être sur nos écrans radars. On vient de terminer, dans le fond, le shutdown ou la paralysie du gouvernement américain. Alors, c'est plus pour nous je vous dirais, ça a plus un impact humain par rapport aux gens qui ont été mis là, sur le chômage ou sans paye qu'un drame financier. On a vécu ça à plusieurs reprises dans les dernières années et vous voyez que ces fermetures temporaires-là du gouvernement, c'est pas ça qui va vraiment enlever une grosse vigueur dans l'économie. Donc, un peu comme une grosse tempête là, ou un ouragan, ça a un impact à court terme, puis après ça, bien, on reconstruit ou on recommence à recevoir une paye, puis ça va se compenser. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est plus humain que financier. Alors, c'est un peu ce qui a retenu notre attention, dans le fond, des éléments les plus importants de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Maintenant, si on regarde du côté des perspectives, d'abord, vous montrer un peu ce qui retient notre attention par rapport à ça et ensuite, de quelle façon on se positionne au niveau de nos portefeuilles pour faire face à ces prémices-là. Toujours important de se rappeler que le cycle économique et le cycle du marché boursier sont déphasés. On dit souvent que le marché boursier, c'est un baromètre de l'économie. Il va nous dire 6 à 9 mois d'avance qu'est-ce qu'on anticipe qui s'en vient. Donc, un indicateur précurseur. Et on peut voir ici que le marché boursier atteint son sommet bien avant le sommet du cycle économique. Ce qui fait que si on prévoit une récession, par exemple, à l'automne 2020, bien, le marché boursier aura atteint son sommet au printemps 2020. Donc, c'est important de regarder un peu en avance et de ne pas le regarder vraiment avec une vision là, sur une période de 1 ou 2 mois, mais avec un peu plus de temps.
Parlant de cycle économique, eh bien, on est rendu quand même très avancé dans le cycle actuel. C'est le meilleur cycle économique en termes de durée qu'on a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on est rendu que ça fait 133 mois qu'on a atteint le dernier sommet du cycle économique, dans le fond, des années 2007-2008, alors qu'en moyenne, un cycle économique va durer autour d'à peu près 68 mois. Donc, c'est un cycle qui est beaucoup plus long. Par contre, c'est un cycle beaucoup moins vigoureux. Généralement, on va voir dans une récession un peu une reprise comme un V. Ça descend fortement, puis on a un regain par la suite. Là, c'est plus la forme d'un U. Donc, beaucoup moins de vigueur. C'est ce qui fait qu'on a pu garder les taux d'intérêt bas beaucoup plus longtemps. Mais somme toute, on est rendu quand même assez avancé dans le cycle actuel. Et c'est très important de se rappeler que lorsqu'on vit ces fameuses récessions-là, il y a des baisses importantes qu'on a sur les marchés boursiers. Alors, on voit dans les 7 dernières récessions que les marchés reculent en moyenne du sommet au creux d'environ 36 % et ça dure à peu près pendant une période autour de 18 mois. Alors, encore une fois, et quand on met un peu dans le contexte la récente baisse qu'on a connue, dans le fond, au mois de septembre à décembre, c'est quand même pas rien. On parle d'une baisse de tout près de 20 % sans avoir de récession. Alors qu'il y a certaines récessions que les baisses sont à peu près autour de moins 20 %. Donc, mise en contexte que les marchés ont peut-être exagéré à la baisse ce qui s'est passé récemment, parce que nous, on ne voit pas de récession en 2019. Un des indicateurs qu'on préfère à regarder, c'est on mesure, dans le fond, les écarts de taux entre les placements 3 mois et une période de 10 ans. Et je vulgarise ça un petit peu. Imaginons qu'aujourd'hui, on peut placer dans un placement de 3 mois une obligation américaine à un taux de 2,5 % et que pour 10 ans, on peut avoir du 2,82. Donc, une différence d'à peu près 0,32 entre les deux. Alors, au fur et à mesure, par exemple, au cours des prochains mois, que les taux d'intérêt à court terme vont augmenter, à un moment donné, mon 2,5 pour 3 mois va monter à peut-être 2,6, à 2,7. Un jour, je vais arriver que les taux 3 mois et 10 ans vont être identiques. Et lorsque ça arrive, lorsque un moins l'autre arrive à 0, on se ramasse sur la ligne ici qui fait que ça a été un excellent outil pour prévoir des récessions parce que les zones ombragées en bleu, ce sont les récessions. Alors, j'ai les 6 dernières récessions ici qui ont pu être, dans le fond, je peux dire, prédites avant qu'elles arrivent lorsque les taux d'intérêt arrivent justement à un écart comme ça de 0. Et actuellement, on est ici, donc on n'est pas encore rendu, on n'a jamais vécu de récession tant que cet écart-là est à 0. Donc, je vous dirais, c'est une des données qu'on va suivre vraiment sur une base quotidienne qui nous fait dire que pour l'instant, il n'y a pas une récession qui est imminente là, pour 2019. Au niveau des autres indicateurs, on en suit encore plusieurs qui nous ont permis, dans les dernières récessions, de voir un petit peu venir ce qui s'en venait en termes de ralentissement économique. On voit qu'actuellement, on est ici. Donc, j'ai 2 indicateurs. Les tendances inflationnistes qui commencent à être un petit peu plus importantes. On sait que la rareté de main-d'œuvre crée des augmentations de salaire qu'on doit verser à nos employés. Et donc, souvent, l'inflation va commencer par les augmentations de salaire. Alors ça va être à suivre. Et également, on commence à voir également des failles là, dans les fondations au niveau des mises en chantier. Alors, les mises en chantier ont baissé, on suit le prix du bois d'œuvre. Quand on voit le prix du bois d'œuvre qui diminue souvent, c'est un signe de ralentissement. La semaine dernière, on a une nouvelle positive. Lorsqu'on regarde les demandes de nouvelles hypothèques, il y avait une forte hausse. Alors, on verra au cours des prochaines semaines qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est important de colliger l'ensemble de ces informations-là pour se faire une tête où on est rendu dans cette fin de cycle. Alors, lorsqu'on sonde également les gestionnaires de portefeuille, les économistes américains à chaque mois, et on leur demande c'est quoi les probabilités de vivre une récession en 2019. Alors, il y a seulement 10 % de probabilité aujourd'hui, donc on n'est pas les seuls à penser qu'il n'y aura pas de récession en 2019, mais donc un peu plus tard, peut-être 2020 ou 2021, à suivre là, en fonction de la mise à jour de nos indicateurs. Une des choses que nous, on aime moins ou qu'on est un peu plus frileux à l'heure actuelle, c'est que quand on regarde les différentes hausses de taux d'intérêt qu'on a connues dans les 3 dernières années, en fait, il faut comprendre que lorsqu'il y a une hausse de taux, l'effet n'est pas immédiat dans l'économie. S'il y a une hausse de taux il y a 1 an, puis que mon hypothèque est encore gelée pendant encore 1 an ou 2, ou peut-être 3, je n'ai pas encore vécu les côtés négatifs de ça. Même chose si je suis une entreprise et que j'ai des emprunts qui ne sont pas encore à terme, donc je n'ai pas encore vécu cette hausse de taux-là. Lorsqu'on décortique ces hausses de taux-là,
on considère qu'actuellement, on est rendu à peu près autour du mois de mai 2017. Donc, depuis mai 2017 à aujourd'hui, ces nouvelles hausses de taux-là ne sont pas incluses dans l'activité économique qu'on connaît actuellement. Alors, ceux qui sont dans le camp des optimistes par rapport à l'économie nous disent « Ah, bien, avec tout ce qui s'est passé, on pense que la Réserve américaine va arrêter d'augmenter ses taux, donc on devrait être correct par rapport à l'activité économique. » Nous, on dit, même si les taux arrêtent d'augmenter aujourd'hui, il y a encore dans le pipeline, si on peut dire, des effets négatifs à venir. Donc, encore une fois, ça nous amène avec un signe beaucoup plus de prudence. Dans notre jargon à nous, on dit dans notre gestion de portefeuille qu'il y a des périodes pour être à risk on, puis des périodes pour être à risk off. Donc, quand l'économie va bien, on voit des données précurseurs qui nous amènent à avoir une augmentation à venir de l'activité économique. Alors, on va avoir un peu plus d'actions dans les portefeuilles parce qu'on veut en profiter. C'est le temps de prendre un petit peu plus de risques. Là, depuis 2018, on est beaucoup plus dans un mode risk-off, donc plus des placements un peu plus défensifs, un peu moins de surexposition aux actions, plus de liquidité dans les portefeuilles. Alors, bien qu'il y ait un rebond actuellement, il faut demeurer prudent peut-être par rapport à l'après-rebond qu'on pourra vivre en 2019. Mais il y a quand même des choses, il y a quand même de l'argent à faire lorsqu'on vit un ralentissement économique. Si on va voir, par exemple, ce qui s'est passé dans le temps de la crise la bulle technologique des années 2000, où les Nortel de ce monde avaient pris énormément de valeur pour ensuite reculer, eh bien, les marchés boursiers, de façon générale, avaient eu des baisses très significatives. Mais lorsqu'on regarde durant cette même période-là, on avait des titres plus défensifs comme le Canadien national, Power Financial, Manuvie, qui faisaient des rendements positifs durant ces périodes-là. On appelle ces compagnies-là des titres d'un style valeur. Donc, avec des ratios cours-bénéfices plus faibles, des ratios cours-valeur comptable également qui sont plus faibles. Donc, c'est pas parce que l'ensemble du marché en moyenne peut baisser qu'il n'y a pas des opportunités. Et vous comprenez que dans nos portefeuilles actuellement, c'est beaucoup plus les noms qu'on va y retrouver parce qu'on a encore confiance que ces titres-là vont encore, on va encore continuer à avoir une activité économique intéressante avec du Canadien national où on va encore continuer à payer nos primes d'assurance-vie avec Manuvie ou avec Great-West, même si on vivait une récession. Donc, encore une fois, des titres plus défensifs. On le voit d'ailleurs ici. La statistique, c'est que 90 du temps, les titres valeurs, comme je viens de vous expliquer, vont battre l'ensemble du marché. Ça n'a pas été le cas durant certains épisodes. Là, on sort de celui-ci, ça a été plus les titres de croissance, les Amazon, les Netflix de ce monde. Et là, on pense qu'on est rendu à un point tournant où est-ce que les prochains mois, les prochains trimestres pourraient donner une surperformance aux titres valeurs, donc d'où notre positionnement. Alors, tout n'est pas non plus négatif lorsqu'on vit une année de rendement boursier, dans le fond, qui est en territoire justement négatif. On voit que c'est très rare qu'il y a eu 2 années en ligne de rendement négatif. On a vécu ça seulement 2 fois, les années 70 puis également au début des années 2000. Alors, est-ce qu'il y aura un autre trait rouge là, en 2019? Les statistiques nous disent peut-être que non, mais quand même, c'est important de le garder à l'esprit. Et d'ailleurs, lorsqu'on mesure le sentiment des investisseurs, le degré d'optimisme ou de pessimisme, on est capable de mesurer ça sur une base continue. On voit qu'on avait atteint une zone de pessimisme extrême, justement, en décembre, avant les fêtes, là, durant la correction qu'on a connue. Et qu'est-ce qui arrive généralement après ça? Lorsqu'on est dans cette zone où il y a un excès de pessimisme là, qui prévaut sur les marchés, eh bien, généralement, dans les 2-3 mois qui suivent, on va vivre un rebond d'environ en moyenne 8 à 9 %. Alors, et quand on regarde l'épisode actuel, c'est exactement ce qui s'est passé. On voit qu'on a eu la baisse des marchés, vers la fin de l'année, un certain repli, et on est en train actuellement de vivre le rebond actuel, qui pourrait continuer encore. Mais encore une fois, il faut essayer de regarder un petit peu au-delà de ce rebond-là et de se positionner plus vers, dans notre cas à nous, un ralentissement de l'économie qui sera à venir. L'autre constat qu'on fait, est-ce que les marchés actuellement sont chers? Bien, lorsqu'on regarde les évaluations qu'on aime bien regarder par rapport au ratio cours-bénéfice, alors on voit ici, par exemple, qu'au niveau des marchés émergents, dans les 30 dernières années, on a payé les compagnies à peu près entre 10 et 20 fois les profits. Et actuellement, je suis à 10,4 fois. Donc, je suis vraiment au creux de cette fourchette-là. Marché américain, un petit peu en bas de la moyenne, mais par rapport aux autres, plus dispendieux.
On va voir un petit peu pourquoi là, dans les prochaines slides. Puis on voit également qu'au niveau du marché européen, au niveau du Japon, on n'a pas vu dans les 30 dernières années un niveau de sous-évaluation aussi faible que ce qu'on a actuellement, un peu également comme le Canada. Donc, c'est à nous, dans nos portefeuilles, de se positionner. Oui, on veut participer à la locomotive qui est le marché américain. Encore une fois, beaucoup de stimulation. Les Américains ont été aidés par les baisses d'impôts, ce qui n'était pas le cas ailleurs. Donc, oui, il faut participer, mais en même temps, c'est important d'aller chercher des valeurs qui sont beaucoup plus sous-évaluées. Lorsqu'on vit des baisses de marché, si c'est moins chèrement évalué, alors on aura moins de diminution. Le marché américain a été quand même boosté, pardonnez-moi l'expression, par tout ce qui se passe au niveau du commerce électronique. Et quand on regarde dans les 40 dernières années, les différentes bulles qu'on a connues, alors on a eu des bulles dans l'or, on a eu des bulles dans l'immobilier, on a eu la technologie dans les années 2000, et là, on trouve qu'actuellement, quand on regarde les ratios cours-bénéfices de ces entreprises-là, qu'on appelle, nous, communément les FANG, là, Facebook, Amazon, Netflix et Google, alors on trouve qu'actuellement, il y a des niveaux d'évaluation assez chers. On ne remet pas du tout en question le modèle de ces compagnies-là. C'est des super de belles compagnies. Ça ne veut pas dire que le prix qu'on paie pour ces compagnies-là est justifié aujourd'hui. Ça tient compte que ça sera seulement des bonnes nouvelles au cours des 30 prochaines années. Donc, on est un peu plus frileux dans ces domaines-là. On a également, quand on mesure les perspectives de rendement entre le marché américain et d'investir dans les pays, dans le fond, qui sont un peu plus au niveau des actions internationales, on voit qu'on n'a pas vécu depuis très longtemps un niveau de surévaluation américaine par rapport aux autres marchés. Donc, encore une fois, on essaie de regarder ça avec des angles différents pour vous dire qu'il y a de la valeur un peu plus d'être investi à l'international. Au niveau du marché canadien, ici, on vous montre un peu les ratios cours-bénéfices du secteur bancaire. Alors, le secteur bancaire n'a pas été évalué à 9 fois les profits comme on vit actuellement depuis les années 2008. Alors, pour nous, avec des bons dividendes, avec un marché quand même secteur bancaire qui est très stable, on trouve que c'est une opportunité intéressante à l'heure actuelle d'avoir ça dans nos portefeuilles. On n'est pas immunisé contre une baisse de l'économie, mais encore une fois, les banques canadiennes, avec une meilleure réglementation, sont bien capitalisées. On a vécu beaucoup, et on le vit encore, beaucoup de volatilité géopolitique. Et cette volatilité géopolitique-là, on peut la mesurer. On le voit ici en rouge, là, il y a eu différentes périodes. Et puis, on voit en bleu de quelle façon les marchés vont réagir en termes de volatilité. Et on voit la corrélation entre les deux. Et c'est clair que la volatilité n'est certainement pas en train de diminuer d'un point de vue géopolitique. Donc, il faut s'attendre à ce que les marchés vont être encore volatiles en 2019 lorsqu'on regarde, dans le fond, ce qui s'en vient en termes de réglementation, en termes de guerre commerciale, le règlement avec les Chinois. La date du 1er mars va être importante, on pourra en parler. Donc, une volatilité qui va créer des opportunités en même temps pour nous. Lorsqu'on regarde sur une base très quotidienne les mouvements de marché, c'est important quand même de demeurer un peu dans le contexte. On dirait des fois que, parce qu'on en parle majoritairement seulement des journées de baisse sur les marchés, on s'est quasiment porté à penser que ça descend plus que ça augmente. Pourtant, quand on regarde ça, on peut constater que le marché boursier va descendre de 2 % et plus dans une journée, dans 3 % des cas. Et d'ailleurs, il va augmenter de 2 % et plus quotidiennement dans 3 % des cas. Quand on regarde les variations qui vont être entre moins 1 et moins 2 dans une journée, à peu près 9 % du temps, puis entre plus 1 et plus 2, 10 % du temps. Donc, le reste, ça se passe vraiment ici, entre des marchés qui vont varier entre moins 1 et 0, puis 0 et plus 1. C'est à peu près 75 % du temps, c'est là que les mouvements vont se passer. Et on voit que 35 % du temps, on vit une baisse de 0 à moins 1, alors que 40 % on vit une hausse entre 0 et plus 1. Donc, quand je regarde le sommaire de tout ça, ça me donne un rendement moyen de 12 %. Alors, ça ne prend pas nécessairement des grosses journées de hausse par rapport aux journées de baisse, mais si quotidiennement, j'ai un peu plus de hausse que de baisse, c'est ce qui fait qu'à long terme, alors c'est important de ne pas avoir des fois, comme on dit, le visage trop proche de l'arbre pour ne pas voir l'ensemble de la forêt. Et c'est un peu là, ce que ce graphique-là nous donne. Encore une fois, ici,
le rendement du marché boursier canadien depuis les années 56, chacun des points étant une année. On voit rapidement que 2018, ce n'est pas un grand millésime, mais par contre, ce cumulatif-là de rendement nous amène à avoir encore une fois une moyenne autour de 10 %. Donc, c'est un peu le prix à payer, accepter une volatilité à court terme pour faire un peu plus d'argent sur une période là, un peu plus longue. On voit également que quand on dit que le temps est notre meilleur allié quand on fait de l'investissement, même chose si j'achète un bloc appartement, je n'achèterai pas ça avec l'objectif de le revendre dans 3 mois, dans 6 mois. D'ailleurs, je ne vois pas la valeur de ce bloc appartement-là sur une base quotidienne, ce qui est l'inverse dans notre industrie parce qu'on vous envoie tellement d'informations que des fois, ça peut biaiser un peu nos comportements. Alors, on voit que quand j'investis sur une période d'1 an, je peux avoir des rendements sur 1 an qui vont passer de moins 30 à peu près à plus 50. Donc, à court terme, très aléatoire. Mais plus j'avance dans le temps, plus on voit que les pires périodes de rendement de 20 ou de 25 ans, j'ai un rendement de 8 % puis les meilleurs, à peu près un rendement autour de 15 % Donc, encore une fois, le temps est notre allié. Toujours important de faire l'appariement entre vos besoins d'argent ou de retrait et également du temps qu'on a devant nous. Alors, cette statistique-là ici nous la montre également. Et finalement, on vous dit qu'on est en mode prudence, qu'il faut faire attention. Pourquoi ne pas sortir complètement du marché, puis d'attendre le bon moment, puis de revenir? Eh bien, on n'a pas la science infuse et on pense que personne n'a non plus de faire ça. D'ailleurs, regardez la statistique suivante. Si j'ai investi pendant une période de 30 ans de façon continue et ininterrompue, on parle d'une performance de 9,3 %. Si durant ces 30 années-là, j'ai seulement manqué les 10 meilleures journées, donc c'est une journée aux 3 ans, mon rendement vient de descendre de 9,3 à 5,3. Donc, il arrive une nouvelle, on se lève le matin dans nos écrans. Par exemple, la Chine, les Américains arrivent à un consensus. On ne pense pas que ça va arriver, mais supposons que ça arrivait rapidement. On peut avoir un marché qui va ouvrir en hausse de 5 %. Alors, cette volatilité-là à court terme, c'est important, dans le fond, de garder à l'esprit qu'on ne peut pas la prévoir. D'où l'importance d'avoir une gestion active, de dire il y a un moment pour être surexposé en action, un moment sous-pondéré, mais de dire qu'on fait des virages à 180 degrés, c'est pas comme ça qu'on réussit à avoir un bon plan de match là, à long terme. Donc, en résumé, quand on regarde un petit peu les grands thèmes, le ralentissement de la croissance économique, encore une fois, va limiter les hausses de taux là, au cours des prochains mois. On pense qu'il y a seulement 50 % des hausses de taux qu'on vient de connaître qui paraissent déjà dans l'activité économique. Donc, encore une fois, ça, pour nous, ça amène un peu un vent de négatif. Toutefois, peu de chances de vivre une récession là, en 2019, même si on se rapproche là, de la fin du cycle. Selon nous, sans récession, la récente baisse des marchés est exagérée, d'où le rebond qu'on voit à l'heure actuelle. La volatilité va demeurer très présente et on va en profiter avec nos différents mouvements de portefeuille. La date du 1er mars est à bien écouter. On ne pense pas que les Américains et les Chinois, après cette trêve-là, vont immédiatement arriver et faire des fiançailles. On pense qu'il y aura, du côté de l'administration américaine, tout un agenda à gérer avec les élections de 2020. Alors ça, encore une fois, c'est à suivre. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est très prudent dans les portefeuilles, qu'on a une sous-pondération d'actions par rapport à des réserves également qui sont importantes sous forme de liquidité, parce qu'il y aura des belles opportunités. Donc, avec de la liquidité, ça va nous permettre d'en profiter. Et rappelez-vous que vos portefeuilles demeurent grandement diversifiés, autant par géographie, autant par secteur d'activité, autant qu'on n'est pas très concentré dans un titre ou un secteur. C'est ce qui fait que ça va nous permettre de bien naviguer durant cette période-là. Alors, dans ce qu'on a vraiment au niveau des risques, encore une fois à l'écran, donc les tensions commerciales, on suit de très proche également la relation avec la nouvelle Chambre maintenant qui est démocrate, l'inflation qui va quand même guider un peu la direction des taux d'intérêt, le Brexit, on s'en va beaucoup plus vers quelque chose, peut-être qu'il y aura une extension de la part du délai de mars par rapport à la négociation avec l'ensemble de la communauté européenne. Et finalement, le ralentissement de la Chine va être à suivre. On voit déjà les Chinois qui investissent massivement dans un plan de stimulation, meilleur que celui de 2016. Alors, encore une fois, c'est des événements qu'on va suivre au cours des prochains mois. Je vous rappelle que notre comité de placement est formé de 12 personnes. Donc, on pense que pour nos clients, c'est un avantage, beaucoup plus de profondeur. On est beaucoup plus à suivre les marchés. Et ce comité de placement-là
se rencontrent à tous les lundis de 11h à 1h30. On fait nos réunions. Chacun apporte les informations. On reçoit quotidiennement l'information, pas seulement de la Banque nationale, mais de l'ensemble des grandes banques, où à ce moment-là, on va avoir également de la recherche externe. Donc, on achète de la recherche qui vient de sources qu'on pourrait dire non biaisées, qui n'ont pas d'avantage à faire une rémunération, sont seulement payés pour leurs bons conseils. On est abonné à ces compagnies de recherche-là. Et naturellement, autour de la table, même si on a des associés, c'est une personne, un vote. Donc, l'idée, c'est qu'on arrive à un consensus, tout le monde ensemble, et ça, on pense que c'est grandement intéressant pour nos clients. Et une fois qu'on est arrivé à ces consensus-là, on a des systèmes à la fine pointe de gestion de portefeuille qui nous permettent de très, très rapidement instaurer nos vues dans les portefeuilles pour être capable de profiter là, des différents moments là, qui peuvent, dans le fond, se présenter à nous en termes d'opportunités. Alors, écoutez, on espère que cette capsule financière vous a plu. Au nom de mes associés, de toute l'équipe KPDL, vos commentaires, vos feedbacks sont le bienvenu. Et si vous avez toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir. Bonne année 2019.